C'est parti. Salut tout le monde. Hello tout le monde, bienvenue sur Film Soup, le cinéma à la louche. qui n'est pas sponsorisé par Liebig. Non, absolument pas. Non, nous n'avons pas assez d'auditeurs. Notre troisième épisode déjà. Oh oui. On espère que les deux précédents vous ont plu, Oui. autant qu'à nous. En tout cas, nous, on a beaucoup ri. Oui, on Et a beaucoup enregistré ces petits podcasts. Ouais, on adore rire. Aujourd'hui, nous allons aborder un grand film, un chef-d'œuvre, Le Voyage de Chihiro. Est-ce que tu sais dire en japonais? Oui. Vas-y. Sentou Chihiro no Kamikakushi. Sentou Chihiro no Kamikakushi. Absolument. Voilà. Tout le monde pense que je parle japonais en vrai. Ouais. C'est totalement écrit. C'est écrit, c'est en sous nos yeux. phonétique. Voilà. Du coup, c'est un En film. phonétique, oui, très important. Donc, Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki. Gros classique. Je pense que la plupart ont vu. C'est quand même un film culte. Pas tout le monde, je pense, mais On pitch un petit peu le film. absolument. Est-ce qu'on peut dire rapidement de quoi on va parler d'autres dans le podcast ou pas? Ou on laisse la Par surprise? des recos? Est-ce qu'on parle des recos, on les annonce pas? Non, laisse la surprise. La Comme c'est dit, surprise. les gens aiment bien le petit jingle. C'est vrai. Voilà, ils aiment On en a bien. un nouveau en plus cette fois-ci. Oula, J'étais pas au ça courant. j'étais pas au courant. Autour du voyage de Chihiro, on commence par quoi? On va poser la question essentielle pour commencer. Ah ouais? Posons-le. On la pose de suite la question? Posons la question et après on enchaîne sur le film. Ok, donc comme vous le savez, à chaque épisode, on se retourne un peu la tête pour trouver une question fondamentale et essentielle en lien avec le film. Et bien sûr, on cherche la réponse à cette question. Oui. Ah, c'est bien ça le but. Les enquêteurs du cinéma. Voilà, un petit peu. C'est un petit peu notre rôle. Et c'était pas facile pour Le Voyage de Chihiro parce que c'est un film que beaucoup les gens aiment trouver des significations, du sens à certaines choses. Oui, Il a été retourné dans tous les sens, donc tout le monde a ses propres idées, machin, théories. Et nous, on a trouvé quelque chose, un angle, ouais, qui n'a pas été abordé. Auquel personne n'a fait attention. Ouais, mais personne. Hein. C'est vrai. Donc, tu veux... Je peux poser la question si tu veux. Ouais, vas-y. Ok, donc la question qu'on s'est posée, c'est de savoir si Yubaba est Zeniba et que Haku est le frère de Chihiro, quelle est la vraie identité du bébé de Yubaba? En fait, c'est la façon dont on le dit qui est un peu droit. Parce que bien évidemment, Amanda, il n'y a pas de... il n'y a pas d'identité, il n'y a juste rien. pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. C'est une question totalement inventée. Rien de ce qui a été dit dans cette phrase n'existe. Yubaba n'est pas Zeniba, Yaku n'est pas le frère de Chihiro. La question... n'a aucun sens. C'est bien notre spécialité. C'est notre vie. On espère que cette question et cette réponse surtout vous ont plu. Et on vous dit à très bientôt. Voilà. C'est bien parce que je fais la même blague à chaque fois en fait. Oui, c'est vrai. Je vais arrêter. On arrête. Et on vous dit à tout de suite parce que du coup on continue par le film, Amanda. Oui. Est-ce que tu veux que je le pitch? Je vais le faire. Tu vas pitcher le film? Ah ben ouais, j'adore faire ça. Mais t'es nul, vas-y. Le Voyage de Chihiro. Ça raconte l'histoire donc d'une petite fille de 10 ans qui s'appelle Chihiro, qui va déménager avec ses parents. Ensuite, ils vont arriver devant un tunnel un petit peu bizarre. Ils décident de le franchir. Et là, ils vont arriver dans un monde peuplé d'esprits, de créatures fantastiques. Et de dieux? Oui. Ils sont des dieux en fait. C'est vrai. Ils accueillent des dieux en tout cas. Ouais. Et puis ensuite, on va poursuivre avec Chihiro qui va affronter plein de petites choses. Absolument. Elle va surtout beaucoup travailler. Oh oui, ça c'est vrai. Voilà. Toutes ces réactions. Oui. C'est un film qui a été réalisé par Miyazaki, qu'on connaît bien de nombreux films d'animation. Oui. Tout ça c'est connu au sein du studio Ghibli. Complètement. Est-ce que tu as vu certains de ces films, toi, ou jamais? J'en ai vu certains. Lesquels? J'ai vu je crois qu'il y a Le Château Ambulant, Le Château dans le Ciel. J'ai vu Mononoke. Et voilà, j'ai pas vu beaucoup de ces films. J'ai pas vu beaucoup de ces films parce que je me suis intéressée assez tard. C'était pas quand j'ai commencé à m'intéresser un peu au cinéma. Les animations japonaises comme ça, ou même le cinéma un peu asiatique, ça m'intéressait pas trop. Ça c'est fou parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme ça en fait. Ils sont réticents à l'idée d'aller voir. Oh là là, mais quelle erreur! Quelle erreur! Parce qu'une fois que je suis rentrée dedans, que ce soit les Miyazaki ou d'autres réals bien connus, coréens, japonais, etc., c'est une grosse claque. C'est trop génial à découvrir. Et du coup, voilà, moi je suis rentrée dans l'univers de Miyazaki avec ce film, Le Voyage de Chihiro. Et puis voilà, incroyable. Ok, très bien.
Et toi? Moi, j'aime bien les films qui parlent de nourriture et de personnes japonaises. Oh mon Dieu. N'importe quoi. Ah non, j'aime beaucoup les films d'animation, moi, japonais. Ouais. C'est vrai qu'un peu comme toi, en fait, j'y suis rentré, mais pour le coup, c'était pas un choix. J'ai fait ça. Ok. On m'a imposé le visionnage d'un film de Takahata, d'ailleurs. Ok, c'était quoi? Le Tombeau des Lucioles. Ah oui. Qui est devenu en 2-2, du coup, mon film préféré, bien évidemment, du monde, probablement. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ok. Et du coup, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui se faisait au sein du studio Ghibli, et notamment Le Voyage de Chihiro, Le Château ambulant et Le Garçon et le Héron, je crois. Ouais. Voilà. Qui est sorti, qui est sa dernière sortie. Absolument. C'est des films qui sont assez proches de Chihiro, je trouve. Ouais, mais de toute façon, tout le cinéma de Miyazaki aborde un petit peu les mêmes. C'est toujours la même chose. Non, absolument pas. C'est tellement redondant. Non. Ah non, mais c'est vrai qu'il aborde toujours les mêmes thèmes. Dans la plupart de ces films, ça aborde les mêmes thèmes. On a l'écologie. En fait, c'est l'humain. Généralement, ses travers. Généralement, voilà. Et ses travers, exactement. Du coup... Une attention portée aussi à certaines choses, notamment la nourriture. Mais c'est pas que lui. Non, ça c'est vraiment le cinéma asiatique apporte une grande importance à la nourriture. Absolument. Et à la mise en valeur de cette nourriture, même dans les films ou dans les animations. Mais dans les animations, c'est encore plus, je sais pas comment expliquer. Ça donne envie en fait de manger. C'est toujours énorme, ça fume, ça a l'air bon. Ouais, c'est trop intéressant. Absolument. Et dans ce film d'ailleurs, la nourriture a une place mais primordial. Ouais. Ah ouais. Voilà. Ah ben, la nourriture, le travail, un autre thème qu'il aborde régulièrement dans ses films. Donc voilà, c'est un film qui a reçu l'Oscar du meilleur film. Animation en 2003, L'Ours d'or à Berlin. En 2002, il me semble. Et c'est déjà pas mal, je trouve. Bah c'est incroyable. Succès, c'est incroyable. Absolument. Et pour finir, petite anecdote, c'est un film qui a été écrit sans scénario complet. Ah ouais? Ouais, c'est-à-dire qu'il a vraiment imaginé, et d'ailleurs on le voit dans le film en fait, on sent les digressions un petit peu, on les voit, et en fait c'est principalement parce qu'il n'y avait pas de fin, a priori. Ça, je savais pas. Je suis là pour t'apprendre des choses. Mais ça m'étonne pas. Oui, merci. Appelle-moi professeur. Non. Très bien. Tu veux parler de quoi maintenant, Amanda? Moi, je veux parler du fait que Chihiro, de sa performance, on peut en parler. Oui. C'est quand même... Cette comédienne était... Chihiro, jouée par Chihiro, d'ailleurs. C'est une grande comédienne. Ouais, vraiment. Pas vraiment un rôle de composition. Non. Parce que... Voilà. Bon. On a les parents aussi. Les parents qui nous préparent les cochons. Très bien. Du coup, on a parlé un petit peu du film qui abordait le travail, la nourriture, l'humain, les vices de l'être humain en général. Je trouve que ça aborde aussi le passage de l'enfance à l'adolescence un petit peu, tu vois. À travers Chihiro. Le fait qu'au début, ça soit une gamine un petit peu maladroite, un peu... Dans les jus de sa mère, beaucoup. Ouais, à fond. Pas totalement dépendante de ses parents. Extrêmement dépendante, c'est ça, qui sait rien faire par elle-même, elle a peur. Elle est nulle. Elle est pas ouf. Elle ne fait que pleurer en plus. Et puis petit à petit, elle va prendre un petit peu confiance en elle, elle va faire ses propres décisions, elle va prendre de l'assurance, et puis on la voit grandir comme ça, et c'est trop bien. Absolument, c'est un film, c'est pas un film classique en fait, on retrouve pas une histoire réaliste. Ouais, non. C'est un film rêve. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire? C'est un film qui représente, si jamais tu te mets à rêver la nuit parfois, tu rêves des choses complètement improbables, tu vois, des poissons qui parlent, donc ça arrive à notre frère beaucoup parce qu'il aime les truites. Oui, il aime les truites. Et il adore les truites. Mais du coup, voilà, il y a tout cet imaginaire d'ailleurs, et c'est très très bien fait. D'ailleurs, t'as tout le travail de création pour imaginer tous les personnages présents, la façon dont tout fonctionne, etc. Je trouve que c'est vraiment très très... Et ceci dit, le voyage de Chihiro n'est pas rêve, ce n'est pas Chihiro qui rêve en fait. Non, pas du tout. C'est ça qui est trop bien. Voilà, c'est ça que je veux dire. Le film pourrait pour nous, elle serait un rêve. Oui, on pourrait totalement rêver de cette histoire. C'est tellement... C'est un peu trop élaboré pour mes rêves, mais... Oui. Un quart au moins. Un quart, absolument. Juste qu'il y ait des animaux qui parlent. Des truites. Des truites qui parlent. Plein de truites. Pardon. Vas-y. Ok. Parce que tu disais que Chihiro, du coup, elle était un peu pas dégourdie, la pauvre. Ouais. Finalement, elle se révèle un petit peu, elle est obligée de prendre ses responsabilités et d'apprendre à faire des choses dans la vie. C'est un peu une héroïne. Parce que l'objectif, c'est de sauver ses parents. Oui, c'est ça. Donc elle est tenue par un truc. Du coup, elle a plus le choix. Ouais, elle est l'héroïne du film.
pourtant, elle n'a rien d'une héroïne. Ouais. Elle est vraiment, j'ai l'impression que je suis vraiment en train de la démonter, la pauvre. Elle est tellement nulle, cette fille. Tellement... Non, la pauvre. Non, pas du tout. Voilà, c'est pas une vraie héroïne au sens du héros qui explose au bout d'un moment, qui fait des choses incroyables. Ah ouais, non, pas du tout. Et d'ailleurs, si l'héroïne n'est pas une héroïne, les méchants ne sont pas vraiment des méchants. Ouais, bah, complètement, ouais. Voilà. Notamment sans visage. Le sans visage, absolument. Le méchant, entre guillemets, principal du film. Et c'est trop intéressant, ce perso, parce que, en fait, on voit très bien qu'au début, c'est juste... on comprend pas, en fait, qui c'est. On comprend pas du tout. Un personnage, enfin un esprit, on sait pas, hyper calme, il est totalement stoïque. Voilà, c'est ça. Il fait rien de spécial en fait. Et puis quand il va arriver dans ce bain là, tu vois, il va commencer à un peu câbler, à manger les gens, et en fait c'est là qu'il devient méchant entre guillemets, parce qu'en fait il représente juste l'humain en fait qui l'entoure, et c'est trop bien. Et on le voit bien en plus quand il sort de cet environnement. Une scène que j'adore, tu sais, dans le train, quand ils sont dans le train. J'adore cette scène parce qu'elle est tellement, il se passe rien, mais il se passe tout en même temps. C'est vrai. Même trop. Et là, on le voit bien que quand il sort de cet environnement, il redevient un personnage calme et apaisé. Ouais. C'est vrai que tu parles des bains, mais en fait, précisons quand même de quoi il s'agit. Si les gens n'ont pas vu le film, les bains, en fait, c'est le lieu où va se perdre Chihiro, où elle va devoir aller travailler pour libérer ses parents. Et c'est un lieu complètement fou. Tout est, on sent une espèce de frénésie permanente qui explique pourquoi le sans-visage, lorsqu'il rentre à l'intérieur du truc, devient complètement fou. Comme toi, comme moi, quand tu rentres dans mon appartement. Wow, la tête personnelle. Alors là, tu m'attaques beaucoup. Je n'aime pas ça. Arrête de suite. Ok. Bon, passons à la suite. Ouais. T'as d'autres... le travail, toujours, le travail. Dans tous les films de Miyazaki. Enfin, non, tous peut-être pas, mais... La pollution. Avec le travail, ce personnage de... c'est quoi? C'est le dieu de... Aide-moi. Le dieu de... C'est le perso qui arrive en étant... C'est le dieu de la rivière, non? Ouais. Oui, je crois que c'est ça. Il arrive tout le monde pense que c'est un esprit puant, dégueulasse, et en fait, c'est tout simplement la pollution. Qui le rend... qui le rend dégueulasse comme ça, donc... c'est bien dit. C'est bien. Non, mais voilà, ça montre les vices de l'humain, qui pollue sa planète, qui n'en prend pas soin, et on va tous crever. Allez. Voilà. Oui, absolument. Du coup, le travail, la pollution. Et j'ai envie de revenir sur un élément, moi, que j'adore dans ce film. Oui. C'est les parents. Oui. Cette scène, en fait, dans ce lieu, dans cette espèce de parc d'attractions dans lequel ils se trouvent complètement désaffectés, le jour, alors qu'il est peuplé d'esprits la nuit, mais ça, ils ne le savent pas. Il y a un espèce de restaurant dans lequel il y a des centaines et centaines de mets de plats préparés, en fait. Et ils ont très faim, et sans vraiment savoir, en pensant qu'il n'y a personne, en se disant, bon, on verra quand quelqu'un viendra, ils se mettent à se goinfrer de nourriture. Ils deviennent littéralement des porcs. Voilà. Surconsommation. Mais j'ai adoré cette scène. Elle est vraiment mais c'est une scène mythique. C'est mythique. Quand on voit Chihiro... Qui veut dire beaucoup. Absolument. Beaucoup. Qui veut dire beaucoup. Qui veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Oui, parce que Chihiro s'en va, par exemple, ses parents mangent. Chihiro, elle ne veut pas manger, du coup, elle part essayer de voir ce qui se passe autour. Quand elle revient, elle voit ses parents qui sont mis en porc, et la scène est incroyable. Et c'est exactement, en plus, ça qui va sauver Chihiro de cet environnement. Absolument. Le fait qu'elle soit contre tout ça, le fait qu'elle soit, qu'elle cherche à comprendre, en fait. Absolument. Tu vois, qu'elle ne se jette pas les yeux fermés dans cet univers et tout. Elle ne veut pas, en fait. Elle refuse les pièces, les pépites d'or. Les pépites d'or qui sont en fait des pépites de caca. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il raconte? Oh mon Dieu. Des pépites de terre, pardon. Très que je voulais dire. Oui. J'ai entendu les mots, Amanda. Oui, d'accord. Elle est l'inverse de tous les esprits qui règnent. Ils sont là, absolument. Qui, eux, sont attirés par l'argent, qui sont attirés par la nourriture. Tout ça. On voit bien, il y a même une scène dans laquelle, je sais plus comment elle s'appelle, la femme qui s'appelle d'elle quand elle est embauchée c'est banque qui a un triton, en fait. On lui donne un triton et on sent que ça devient une monnaie d'échange. Ouais. Dire ce que tu veux. C'est clair. Des esprits vraiment très avides de richesse, de bonne nourriture, en même temps comme tout le monde, en fait. Mais en fait, c'est ça le génie de Miyazaki, en fait. Oui. On est des êtres humains horribles. C'est que en fait, on s'identifie parce que nous sommes nous-mêmes des merdes.
Peut-être pas s'emballer non plus sur les termes. Non, mais ça dénonce tout simplement ce que la société est devenue et ce que l'être humain devient à force de vouloir tout, on finit par ne plus rien avoir. Et puis surtout, on s'arrête pas. C'est-à-dire qu'on sait qu'on va vers ça. Parce que le film a été réalisé en 2000, au début des années 2000. Ouais. Rappelons que ça fait donc 25 ans. Ouais. Que ça fait 25 ans qu'on évoque les mêmes sujets, effectivement, la pollution, le réchauffement climatique, etc. On évoque tous ces sujets de pollution, etc. Et malgré tout, quelle direction prenons-nous? Toujours la mauvaise. La mauvaise, absolument. Ça m'énerve. Ça m'énerve. En tout cas, ce qui est bien, c'est que vraiment, c'est un podcast, un épisode plein d'optimisme. Bon. Voilà. Écoutez, nous allons droit dans le mur. Voilà. Mais sinon, pour de manière un peu plus légère, le film est aussi magnifique. Oui, visuellement, il est très poétique. Les musiques aussi, on en a pas parlé. Oui, complètement. Ça contribue à la réussite. Ouais. C'est un film qui te fait voyager aussi. Oui. Comme son intitulé. Il est beau à regarder et en fait c'est un film tout public que quand t'es enfant tu le regardes avec cette innocence, t'as l'impression que c'est un film un peu sur l'imaginaire. Non, tu trouves pas? J'ai un petit problème, moi. Je pense que les enfants, s'ils le regardent, disons que les créatures sont tellement bien faites et bien représentées. Ouais. Et surtout, il y en a tellement. Je pense que ça peut peut-être entrer dans ton esprit. Tu vois, enfant, on s'entend. À partir de 10 ans, je pense que c'est bien. Ouais, peut-être au-dessus de 10-12 ans. Ouais, je pense que... Enfin, en tout cas, on le regarde pas avec la même attention, tu vois, quand on le regarde là, à notre âge de vieux, et quand on est enfant. Il est trop intéressant et très très beau, très poétique et avec beaucoup de sens, quoi. Tout à fait. Intéressant aussi le réalisme des dessins. Moi, du studio Ghibli, en fait, généralement, t'as pas vraiment l'option de regarder un dessin animé. Ouais, non. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tous les gestes sont très bien faits. Tout est. Je regardais ça beaucoup d'ailleurs, donc je revisionnais le film pour l'épisode, notamment au moment où Aku, il s'appelle Aku. Oui. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Oui. Où il est. Il y a un moment en fait où il se fait attaquer. Bref, il est pas bien en fait. Et il évanouit. Et quand il ouvre les yeux en fait, si tu regardes le mouvement des yeux, tu regardes les traits en fait. Du dessin, en fait, tu vois vraiment la précision avec laquelle ils l'ont fait pour que tu aies vraiment l'impression qu'il ouvre les yeux. Et tout est fait à la main. Pas d'intelligence artificielle. Ouais. Ah ben oui. Ah ben oui. Il est trop fort. Ce film, c'est culte pour beaucoup, je pense. Absolument. Et puis, est-ce que on peut finir là-dessus? Parce que après, c'est un film dont on peut parler longtemps. Hein, je pense. Il y a tellement de choses à dire et les gens en ont tellement parlé que. J'ai une petite question, c'est le studio Ghibli. Du coup, est-ce que toi, il y a des films du studio Ghibli que tu aimes particulièrement en dehors de ceux de Miyazaki? Comme t'as déjà évoqué Le Tombeau des Lucioles, ça c'est un film que j'adore aussi. d'Isao Takahata. Ouais. Probablement, pour moi, le meilleur film des studios Ghibli. Pour beaucoup, à mon avis aussi, genre c'est pas... Mais lui, je l'ai vu jeune, alors c'était peut-être pas la meilleure stratégie. Ouais. Ah non, putain. Je l'ai vu jeune, et du coup, je m'en rappelle très bien. Mais tristesse en non. Ah ouais, c'est assez traumatisant. Hein. C'est très très triste. Et sinon, après j'ai vu, je ne sais pas de qui c'est, Arrietty. Tu vois pas? Fait des têtes. D'accord. Heureusement, vous n'avez pas l'image. Arrietty, Kiki la petite sorcière, tout ça. Mais ça, je les ai vus plus petites. Okay. Très bien, très bien. Bon, ton avis globalement sur le film, tu l'as donné, tu adores. Ouais. Franchement. On l'aime tous. Moi, à titre tout à fait personnel, c'est un très beau film, etc. Par contre, comme d'habitude, je vais dire, je trouve, il y a toujours des longueurs, mais après, ça s'explique par le fait qu'il n'y avait pas de scénario, tu vois. Oui. Toujours des scènes, en fait, qui méritaient pas autant de temps, en fait, d'attention. Okay. Mais comme tout, l'imaginaire est tellement incroyable à regarder, je pense que tu peux le regarder 3, 4, 5 fois et découvrir des nouvelles choses que tu n'avais pas vues. Moi, j'aime justement ces scènes de longueur, là, où je trouve que, c'est comme j'ai dit, la scène du train, par exemple. Ça, c'est différent. Oui. Mais il y a Ouais, bon, voilà. Voilà, on en a fini avec le voyage de Chihiro. J'espère que ça vous a donné envie de voyager à Chihiro. Ouais. C'est pas une vraie ville, Amanda, c'est une petite... Ah bon? T'avais rien compris, en fait. Ah non, mais je pensais que c'était la ville. Ah mince. Et je croyais qu'elle s'appelait Seine. Oui, c'est le cas. Ah! Je comprends rien. Bon, allez, on passe à quoi? Amanda. C'est l'heure des petites recos. Allez, on va faire un mode bossa nova. Les recos, on aime les recos. La honte. Je sais pas où tu vas. La honte, mon Dieu. Bon, allez, c'est l'heure des recommandations. Amanda, ouais. On commence par laquelle? On a commencé par laquelle la dernière fois? On a commencé... C'est moi, j'ai parlé d'abord, je crois. Je ne sais plus. Je crois que c'était moi, donc c'est toi qui as parlé d'abord. Ok.
Ah, c'est très structuré avec lui, hein. Attention, ça file à la baguette. Pas là pour déconner. Ok, donc moi, j'ai hâte... Ah, pardon. C'est moi, je vais te donner Marocco. Ah, pardon, ok. Waouh, pardon, je suis un peu strict, j'avoue. Un peu l'école, désolé. Moi, qu'est-ce que je t'ai recommandé aujourd'hui? Un film qui est sorti en 2026, mais il y a vraiment pas longtemps. Ouais. Genre il y a un mois et demi, sur Netflix. Un teen movie. J'adore les teen movies. C'est vraiment le genre de cinéma. Est-ce qu'on appelle ça du cinéma? Oui, c'est du cinéma. Une chaîne dans le studio. Oh monsieur, tu comprends. C'est un teen movie. J'adore les teen movies. Sorti sur Netflix le 17 avril dernier. Waouh. Qui s'appelle Roommate. Mais en fait, je t'ai pas conseillé parce que le film est exceptionnel. Il est vraiment pas exceptionnel. Il est très agréable à regarder, assez drôle globalement. Enfin, c'est assez sympa. Mais je te dirai pourquoi je t'en ai parlé tout à l'heure. Okay. Il y a vraiment un sujet qui se soulève. Et qui s'est soulevé d'ailleurs. Je pense avoir compris. Hein. Oui, on verra ça. Du coup, je le pitch rapidement. Je t'en prie. C'est l'histoire de Devon, du coup, qui va rentrer à la fac et qui n'a pas d'amis, la pauvre. Oh. Oui, et un jour, elle va au stage d'intégration pour l'université dans laquelle elle va aller. Et elle rencontre Céleste, une petite fille, une fille qui va être dans la même fac qu'elle. Et elle lui demande si elle va être sa coloc. Et elle dit oui. Et là, eh bien, une amitié qui va dégénérer légèrement. Oh, interesting. Au casting, nous avons beaucoup de Nepo Baby. Ah ouais. Voilà, genre nous n'avons que ça, en fait, littéralement. Sally Sandler, la fille de Adam Sandler. Chloé East, Billy Brick, des gens que je ne connais pas. Sarah Sherman, qui joue le Dr. Robin Chilling. Et également, par contre, une actrice que j'adore, Natasha Lyonne. Oui. C'est bien sûr la maman. La maman, exactement. Ouais, j'adore cette actrice. Qui joue dans Roulette Russe, je crois, sur Netflix, dans Orange is the Black, de séries de très bonne qualité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant, et je reviendrai après sur la question qui se soulève, selon moi. Maintenant, Amanda, qu'as-tu pensé de ce film? Roommates. Donc, je ne connaissais pas trop. Effectivement, moi, les teen movies, c'est pas trop ma cam. Pourquoi? Parce que chaque fois je trouve que c'est de l'humour américain qui n'est pas drôle. Moi ça me fait pas rire. C'est souvent ça. C'est la raison de pourquoi je regarde pas. Bref, il m'a conseillé ça. J'ai donc regardé et la première partie j'ai bien apprécié. Honnêtement, après j'y suis allée en mode ok c'est ce genre de film. J'étais pas réfractaire en mode je n'aime pas, je n'aime jamais. Du coup, c'est ce qu'il faut faire. Ouais, carrément. Donc j'y suis allée en vas-y découvre. Et la première partie j'ai bien aimé, ça m'a fait rire à quelques scènes assez drôles où vraiment on éclate de rire littéralement sur certaines scènes. Mais la deuxième partie, j'ai commencé à ne plus comprendre, à détester ce film. Je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? La fin, j'ai trouvé nulle, vraiment bâclée et cette histoire, et je trouve aussi que l'histoire est très peu crédible. Et aussi, ce que j'ai noté, c'est que, en fait, c'est ça qui m'insupporte dans ce genre de film, c'est que tu sens très bien que les dialogues, ce sont des vieux qui les ont fait, qui ont essayé d'imiter des jeunes. Et ça se sent, ça s'entend direct, et c'est insupportable parce que t'as des expressions de jeunes là, enfin, de jeunes, et qui sont forcées, qui arrivent dans des contextes où tu comprends pas pourquoi c'est dit comme ça là maintenant. Du coup, j'ai trouvé ça un peu chiant. Mais l'idée était cool et le début était franchement bien. J'ai bien aimé le perso de Devon. Je trouvais qu'elle jouait bien, mais le reste, ça m'a laissé. Sur ta faim. Ouais, carrément. Un goût amer. Ouais. Ouais. J'ai pas spécialement kiffé et je ne le recommanderai certainement jamais de ma vie. Ok, du coup. Je me doutais que tu n'allais pas aimer ce film, mais il y a un truc quand même dans le cinéma, on le trouve pas partout, je trouve, en dehors des comédies américaines et particulièrement des teen movies. C'est pas ça la question que je voulais soulever, mais bon, je veux juste dire ça. C'est des films avec lesquels tu te déconnectes totalement en fait. Ça, c'est des films grâce auxquels tu ne penses à rien en fait. Donc si tu veux te vider la tête, c'est littéralement le genre de film qu'il faut regarder. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, la fille qui s'enflamme totalement. Non, moi, c'est pas le genre de film qui m'aide à me vider la tête. Mais je peux comprendre. Voilà, tu comprends le Oui, je comprends le délire. Tout à fait. Moi, c'est les films de Noël. Ah bah oui, mais en fait, c'est exactement la même chose, les films de Noël.
Les films Nolan d'M6 qu'on regarde. Non. Du coup, juste. Mais oui, grave. Mais non, mais quoi? J'ai rien dit. Juste pour revenir juste à la raison pour laquelle j'ai voulu que tu regardes ce film, c'est parce qu'il soulève la question des Nepo Babies. Ouais. Des enfants d'eux. Insupportable. Ça, c'est un point de vue. Effectivement, moi, ça m'agace effectivement un petit peu de savoir que la fille d'eux, en fait, va se retrouver à l'affiche d'un film parce que son père l'a produit. En l'occurrence, c'est le cas ici avec Roommates. Ouais. Sadie Sandler, qui est la fille d'Adam Sandler, qui produit le film, du coup, avec sa société de production. Ça m'agace, ceci dit, modérément, parce que parfois, on pourrait dire, bon, mais en fait, ils ne sont là que parce qu'ils sont enfants d'eux, mais il se trouve que Sadie Sandler tient parfaitement le rôle. Elle joue quand même assez bien, heureusement. Elle joue bien la comédie. Parce que sinon, j'aurais pas pu tenir. Non, oui, elle joue assez bien quand même, et faut le relever. Il faut aussi noter que, ceci dit, elle joue très bien dans ce film, mais elle ne joue que dans les films, je crois, quasi exclusivement, peut-être exclusivement dans les films dans lesquels joue son père. Ah ouais. Voilà. Bon, allez, c'est pas un film qui mérite des heures de débat. Non, je pense qu'on en a fini. C'était intéressant de voir ce que propose Netflix actuellement. Ouais, c'est pas mal. À ton tour, Amanda. À ton tour, Amanda. Alors, moi, j'ai donc recommandé à Vincent le film Swiss Army Men, réalisé par les Daniels. Et c'est un film, quand on a parlé de ce podcast, de la réalisation de ce podcast et du fait qu'il allait y avoir des recommandations, c'est le premier film qui est arrivé dans mon cerveau, parce que je me suis dit, ça, c'est un film pour Vincent. Donc l'histoire, c'est donc l'histoire de Hank qui est échoué sur une île déserte. Il n'est pas très bien parce qu'il a du coup envie de se suicider. Et là, d'un coup, il y a un cadavre qui va apparaître, qui va revenir de l'océan, quoi. Il s'échoue sur la plage et il est un petit peu bizarre. On pourrait dire que c'est un cadavre magique. Et du coup, il s'appelle Manny et il va découvrir qu'il peut parler et il possède donc des capacités un petit peu hors normes et va donc aider Hank sur plusieurs points. Absolument, le casting. On a dans le rôle de Hank Paul Dano, que j'adore. Ouais, il est cool. J'adore. On a dans le rôle de Manny, donc le cadavre magique. J'adore dire ça. Daniel Radcliffe. Ouais. Très surprenant. Incroyable également. On a aussi Marie-Elisabeth Winstead, je ne sais pas qui c'est, Antonia Ribeiro, bon, d'autres personnes un petit peu inutiles car on se focus principalement sur Paul Dano et Daniel Radcliffe. Vincent, qu'en as-tu pensé? J'ai hâte de savoir. Alors, cette reco fait suite donc à Rubber de Quentin Dupieux. Tu penses? Non, mais elle fait suite, tu m'as recommandé Rubber de Quentin Dupieux dans le premier épisode. Dans le deuxième, tu m'as recommandé quoi déjà? The Lobster. The Lobster de Yorgos Lanthimos. Absolument. Et cette fois, tu m'as recommandé donc Swiss Army Man. Oui. Donc on parle d'un pneu, d'un gars qui va devenir un homard, et cette fois d'un homme qui pète. Voilà les recommandations d'Amanda. Donc oui, pour résumer tout ça, je vais te donner mon avis dans le sens du film. Donc, ce film commence littéralement par Daniel Radcliffe sur une plage mort qui pète, mais qui pète tellement, en fait, que Hank décide de s'en servir comme jet ski. Étape numéro 1. Oui. Il va vers une autre... Je sais pas où il va, en fait. Déjà, je ne comprends pas où il va. Bref, il le monte sur son dos et utilise la propulsion à gaz pour traverser l'océan, pour aller je sais pas où. Daniel Radcliffe devient ensuite une fontaine à eau, parce qu'il n'y a plus d'eau, du coup, mais il crache de l'eau par sa bouche. Sa tub devient une boussole pour les guider. Oui. Voilà. Il devient une arme à feu, une arbalète. Ça n'a aucun sens. Un vrai couteau suisse. Un vrai couteau suisse. Ça n'a aucun sens. Il y a un moment dans le film, c'est à la moitié du film, la scène du bus. Oui. Donc en fait, il se rappelle d'une scène que Hank a vécue. Hank se rappelle d'une scène qu'il a vécue. Il a fait vivre à Daniel Radcliffe, en fait, qui est mort, mais qui n'est plus vraiment, parce qu'en fait, plus il lui donne de l'amour, plus il revit. Et la scène est magnifique. Pour le coup, c'est vraiment sublime. C'est très bien fait. Tout la créativité dans la construction de ce bus dans la forêt avec des branchages, c'est vraiment hyper bien fait. Et le film démarre à ce moment-là. C'est-à-dire que toute la partie qui précède sur Daniel qui pète. Voilà. Franchement, je m'étais dit à 30-35 minutes, je me dis, ça va pas, je vais pas y arriver, quoi. Ah ouais? Et tout a changé à ce moment-là. Le film est hyper émouvant. Très chouette à regarder.
Je pense que ça a été un cauchemar pour Daniel Radcliffe à tourner, parce qu'il est vraiment maltraité du début. Mais des fois, on prend sa tête, on la jette sur des cailloux, on la plie en 1000 morceaux, on voit son cul toutes les 2 minutes. C'est vraiment une cata, mais performance de ouf. Ah ouais, putain. Performance incroyable. Volontairement, je pense qu'il a choisi ce rôle, il n'a pas choisi par hasard. En fait, il sortait d'Harry Potter. C'est son premier vrai rôle après la saga Harry Potter. Il a dit, il faut changer de tout de suite. Il faut passer sur l'autre hémisphère. Il faut passer du petit sorcier au jet ski. Et ça marche complètement. Voilà. Et ça a très bien fonctionné. Parce que moi, j'ai pas vu une seule fois Harry Potter dans ce film. On voit pas du tout. Ah non, mais carrément, on voit pas Harry Potter. Déjà, il a pas les lunettes. Jamais de la vie. Oui, c'est vrai. C'est un film globalement, c'est un film sur la solitude. C'est un thème moi que j'aime bien parce que c'est pas souvent bien traité en fait. Là, c'est vraiment très bien fait. Je vais pas vous cacher que malgré la beauté, la poésie du film en fait, et le jeu des acteurs incroyable, je n'ai pas trop compris en fait ni d'où il vient, ni où il va. Je sais pas. Il est sur une île déserte, puis finalement il atterrit dans une ville. On sait pas pourquoi. Juste à l'orée d'une forêt. Enfin, vraiment, littéralement à 10 mètres en fait des habitations. On a l'impression que c'est Vendredi ou La Vie sauvage, quoi. Voilà. Ok. C'est un film donc drôle, absurde, long au début, mais incroyable à la fin, puis incompréhensible à la toute fin. Vraiment incompréhensible à la toute fin. Oui, la scène de fin. Ouais, incompréhensible. Je n'ai pas compris. Mais parce que parce que je pense que c'est voulu que ça soit libre d'interprétation, tu vois. Oui, enfin là, c'est Daniel Radcliffe qui se remet à péter et qui file au large, quoi. Tu l'interprètes comme tu veux, c'est pas t'en fais ce que tu veux. Et malgré tout ça, je vais le recommander. Aux gens. Ouais. Il y a des très très beaux passages. Très très beau passage. Et puis moi je trouve que c'est trop intéressant. Des gens qui pètent. Bah ouais, quand même. Non mais c'est trop bien parce que c'est un film, ça te sort de tes sentiers battus. Et comme tu le dis si bien, c'est dans l'absurdité la plus totale, avec un humour complètement what the fuck, pipi caca prout et que machin. Ah oui, pipi caca de ouf. Mais ça. Daniel Radcliffe baiser sans arrêt et tout. Ouais, c'est super. Et ça aborde des sujets tellement plus profonds comme la solitude, la dépression, la difficulté en fait aussi à interagir avec les gens. Exactement, c'est ça. Il se trouve un ami en fait, il le façonne à son image. Il fait ce qu'il veut, quoi, littéralement. Les normes de la société, etc. Absolument. Donc c'est trop intéressant. Et je suis d'accord avec toi, la première partie est un peu plus what the fuck. En même temps, tu lances le film et il te faut un petit temps d'adaptation. Oui, il faut un petit temps d'adaptation, oui, c'est vrai. Et puis après, il y a toute la poésie qui se révèle. Et moi, je trouve que ce film est trop bien. Je suis trop contente parce que moi-même, on me l'avait recommandé. Je l'ai vu et j'ai adoré. Et donc, je vais continuer à le recommander. Parfait. Et juste une petite anecdote, en fait, en faisant des recherches après avoir vu le film, j'ai vu qu'il y avait quand même des gens qui s'étaient barrés au Festival de Sundance. Oui, j'ai vu ça aussi. Festival de Sundance, où il a reçu en 2016, du coup, le prix de la réalisation. Ouais. Tout à fait normal. Hein. Et si vous voyez les images, vous comprenez, mais des gens se sont levés en fait pour partir du film. Faut pas exagérer non plus, quoi. D'ailleurs, les Daniels ont fait ce film incroyable et ont enchaîné avec un film qui a été récompensé aux Oscars pour le meilleur film, Everything All at Once, c'est ça? Everything Everywhere All at Once. Everything Everywhere All at Once. Tout à fait dans cet esprit. Mais je l'ai pas vu celui-là. Ah, tu l'as pas vu? Mais non. Ouais. Oh là là. Ah non, non. Bon, mais écoute, Du coup, voilà, parce que je pense qu'il est un peu plus connu, du coup, Everything. Oui, il est beaucoup plus connu. Du coup, si vous avez apprécié ce film, je pense que c'est cool d'aller vers Swiss Army Man. Tout à fait. Il est disponible sur Amazon Prime. Sur Amazon Prime, tout à fait. Complètement. Amanda, est-ce qu'on en a fini de ce podcast, de cet épisode? Eh bien, oui. Je pense que... Eh bien, oui. Eh bien, oui. La semaine pro, on parle de quoi? La semaine pro, un épisode que je vais adorer, je pense. Qu'elle pousse depuis des mois, c'est pas vrai, on a commencé il y a une semaine, mais qu'elle pousse depuis au moins un jour. Au moins un jour, oui. Avec insistance, qui est... les biopics. Eh oui. Alors, j'ai vraiment hâte. Moi, c'est un épisode que je pense que je vais beaucoup aimer. J'espère que vous allez aimer aussi. En tout cas, bon, on n'en dit pas plus. Ou si tu veux les films un petit peu. Oui, on peut dire sur quel film on n'a pas regardé tous les biopics qui existent, on en a choisi 3. Ouais. Moi, j'ai vu personnellement tous les biopics qui existent, mais j'ai dû en choisir. Un seul, parce que Vincent en a choisi 2. Non, c'est faux. Il y en a un qu'on a choisi à 2 et un que j'ai choisi seul. Okay. Et t'en as choisi un tout seul. Donc, toute seule. Oui. Alors, moi, j'ai choisi Erin Brockovich. Pas vraiment un biopic, mais en tout cas, une partie de la vie C'est comment ça? Une partie de la vie d'Erin Brockovich. Film que j'ai adoré. On a choisi donc, en se concertant,
moi Tonya. Absolument, la vie de Tonya Harding, patineuse artistique. Et moi, j'ai choisi Rocketman. Oh mon Dieu, j'en ai marre. Voilà, j'ai choisi Aidez-moi. Rocketman, le biopic sur Elton John. Absolument. Et bien évidemment, il y aura les petites rococos. Les recommandations. Voilà. On vous souhaite une bonne soirée. On espère que l'épisode vous a plu. Ah oui. Et oui. Et n'oubliez pas de nous suivre sur TikTok. N'oubliez pas de nous suivre sur TikTok, également sur Instagram. Et sur YouTube. Oui, partout en fait. Film Soup. Partout. Vous nous suivez. Ouais. C'est un ordre. On est gentils. On est gentils. S'il vous plaît. S'il vous plaît, allez. Mais écoutez, on vous remercie. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Aventures. Au revoir. Adios.